Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue sur Believe Podcast. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. J'avais envie de parler d'un sujet qui nous concerne énormément, nous les femmes. C'est le corps, le rapport au corps et le rapport au poids et tout ce qu'on nous a dicté, que ce soit à travers les magazines, les films, les conversations entre filles, ce qu'on entend de la bouche de nos parents, de nos mères, de nos tantes, des femmes dans le bus, n'importe où chez la coiffeuse, où on y passe du temps et on entend tout. Et c'est le poids, quoi. C'est un sujet qui est super, en tout cas qui pour moi me touche énormément parce que j'ai aussi eu des problèmes de poids. J'en ai toujours d'ailleurs. Et que je suis passée par différents stades de diète et tout. Et je voulais absolument qu'on parle de ça parce que j'ai rencontré Myriam donc sur les réseaux sociaux. On a fait la même formation de coach et Myriam a aussi un diplôme de psychologue. Après sa formation de coach, elle a fait un master neurocoach, un master coach en en psycho-neuro-nutrition. Je vais y arriver. Je vais dire transmission, mais pas du tout. La transmission, oui, elle en fait. Faudra aller s'inscrire dans son groupe. Mais sinon, ouais, elle a aussi fait une formation en tant que master coach en psycho-neuro-nutrition, je vais y arriver, et aussi une autre formation d'une association qui s'appelle Le Gros, n'est-ce pas? Et qui fait aussi bien des actions par rapport à l'alimentation et qui ont aussi une approche psychologique et psychosensorielle dans le rapport à l'alimentation et dans le domaine notamment de l'obésité, tu m'as dit. C'est ça, surpoids et obésité. C'est une association qui est très connue avec notamment le docteur Zermati qui a écrit plusieurs livres dont Mincir sans régime ou Osons manger, des choses comme ça, qui traitent justement de la relation avec l'alimentation et du comportement alimentaire. D'accord. Et donc, à partir de là, avec toutes ces formations, en fait, Myriam, aujourd'hui, elle aide les femmes à sortir de la spirale du régime pour mincir avec plaisir. Et ça, j'adore. Je vois souvent sur tes stories des témoignages de clientes qui ont dit qu'elles ont perdu genre 8 kilos, 4 kilos sur 8 mois, sur 4 mois, avec plaisir et sans contrainte visiblement physique, on va dire. Et donc, chaque fois que je vois ça, je me dis, purée, mais ça existe réellement parce que je suis une grande sceptique. Tu sais, en tant que personne qui a essayé plein de diètes, tu sais, il y avait la diète surprotéinée. Comment il s'appelait? Ça portait le nom du... Ducan, Ouais, tu sais, le régime du camp. ça c'est la pire. Alors c'est très efficace, mais l'effet boomerang aussi est très efficace. Voilà. Et donc, du coup, quand on essaye beaucoup de choses, on désespère un peu, quoi. On devient hyper sceptique, comme parce qu'il y a de la déception, comme dans nos relations amoureuses. Quand on a eu trop de déception, au bout d'un moment, on se dit, je suis quand même sceptique, j'y crois pas trop, quoi. Donc, moi, je voudrais voir ça du côté, justement, nutritionnel, ce rapport qu'on a à l'alimentation, parce que c'est aussi un rapport qu'on a vis-à-vis de soi-même, n'est-ce pas? Donc, comment on va essayer de voir dans cet épisode comment est-ce que Myriam va nous aider, nous, les déçus, les grands déçus du régime. Comment est-ce qu'on peut retrouver espoir grâce à toi Et foi. et foi complètement grâce à toi, parce que franchement... Et donc, du coup, voilà, Myriam va être notre alliée pour nous permettre justement de retrouver l'espoir, de retrouver l'ouverture, de ne pas se condamner dès qu'on mange une barre de chocolat ou un morceau de gâteau. Comment est-ce que ça se passe?
Et aussi, tu sais, on appelle ça en anglais cold turkey, c'est-à-dire comment passer la muraille de la résistance. Parce on a un organisme qui devient presque addict au sucre, aux cochonneries, quoi. Et qu'il y a un moment donné, il y a une phase où ton corps, il vibre à l'idée d'avoir quelque chose d'agréable dans la bouche, enfin, en tout cas, qui nous procure du plaisir dans la bouche, et comment faire justement pour passer cette vibration qui nous amène à aller compulsivement acheter quelque chose sur lequel on va pouvoir muncher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ta douce voix, Myriam, je crois que ça va vraiment, comment dire, atterrir dans notre esprit et dans notre cœur de manière beaucoup plus agréable. Toi, comment est-ce que tu es arrivée à prendre la décision en tant que psychologue, parce que c'est quand même très très vaste comme formation, te dire, bon, moi c'est ce que je veux faire en fait, je veux m'occuper de ça. Je veux m'occuper de la femme, de sa forme, de son poids, de son moral, de sa psychologie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça mon projet de départ, hein. Ah Mon ah. projet, c'était d'accompagner les personnes qui sont en souffrance au travail. Et quand j'ai ouvert mon cabinet en Martinique au départ, c'était vraiment dans cet axe-là. Après, je recevais tout type de personnes pour tout type de problème, hein. Il y avait aussi des hommes. Mais par rapport à mon expérience personnelle, comme j'avais pris du poids, parce que Hmm. épisode de vie un petit peu compliqué, donc j'avais pris 4 kilos. Et bon, sur moi, ça se voyait assez vite finalement, parce que je fais que 1,55 m, hein, donc 4 kilos sur 1,55 m, ça se voit. Ah oui! Et là, ouais. Et là j'ai décidé de faire ce qu'on connaît tous, hein, arrêter le sucre, manger plus de légumes, voilà, toutes ces Ouais. choses-là qui font mincir. Donc pas un régime particulier, avec un nom particulier, hein, pas hyperprotéiné ou des choses comme ça, mais voilà, ce que j'avais appelé à l'époque d'ailleurs un rééquilibrage alimentaire, et que je ne considérais pas comme être un régime, hein, mais finalement c'est bien ça. Donc j'ai fait ça, j'ai perdu mes 4 kilos, j'étais hyper contente. Ça n'a pas duré hyper longtemps, d'autant plus que moi je suis très gourmande. Donc du coup, quand j'ai eu l'autorisation à nouveau de manger parce que j'avais perdu mes 4 kilos, voilà, j'ai mangé les gâteaux que je n'avais pas pu manger jusqu'alors. J'ai pris plaisir à recuisiner, voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai repris 6 kilos. Donc, Bravo! je me suis dit, il n'y a pas un souci là quand même. Surtout que moi, je n'avais jamais eu de problème de poids en fait. J'avais jamais fait attention à mon alimentation en 40 ans. Donc pour moi, c'était vraiment une grande nouveauté. Et je me suis dit, franchement, c'est quand même bizarre cette histoire, parce que j'étais arrivée au bon point et pourquoi est-ce que là, je reprends? Et là, je venais de finir ma formation de coaching justement à l'Institut des neurosciences appliquées, Mhm. et proposer une autre formation qui est la psychoneuronutrition. Et je me suis dit, ah ben ça, c'est tout à fait appliqué à mon cas. Donc, je me suis inscrite et j'ai fait cette formation-là. Et c'est quand je l'ai faite que j'ai compris que, OK, les régimes, c'est exactement le contraire de la solution à adopter, et qu'il va falloir aller vers beaucoup plus de douceur, ce qui me parlait bien, hein, la douceur, parce que Ouais. je suis pas dans la lutte, il faut se battre contre soi-même, etc., pour garder la motivation. Voilà, toutes ces choses-là, ça me ressemblait pas du tout. Donc, du coup, je me suis dit, OK, ben, ça me parle. Et de plus en plus, finalement, je me suis orientée vers ça. Au début, je proposais ça en même temps que l'accompagnement psychologique classique. Et puis, au final, je me suis vraiment spécialisée, et maintenant, je fais plus que des accompagnements en psychoneuronutrition, que ce soit en groupe ou en coaching individuel. D'accord. Ok. Bon, mesdames et messieurs, vous avez entendu son parcours. Il est relativement complet en fait, puisqu'on est dans un podcast où on parle de la relation amoureuse, mais de plus en plus, moi, je viens à une relation à soi en fait, hein, c'est la base. Ouais. Et que la relation amoureuse, c'est la plus, comment dire, c'est la plus challengeante. Mais je pense Mm. que la relation au poids pour une femme aussi, ça l'est.
D'autant plus que je voulais faire le lien avec le fait que beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous ne veulent pas se rencontrer quelqu'un tant qu'elles ne rentrent pas dans leurs 38 ou dans leurs 40. Du coup, bah, tout l'hiver, elles se privent peut-être de rencontrer quelqu'un en se disant c'est le moment du régime pour que cet été, je sois aussi bien dans mon maillot de bain que dans ma peau, que de pouvoir être ouverte à la rencontre et à l'amour, comme si l'amour était soumis à une condition de poids, tu vois. C'est ça. Et je me demandais déjà si tu avais des clientes qui avaient dans leur tête cet objectif-là et qu'est-ce que tu leur dis comment est-ce que tu les guides pour qu'elles sortent justement de ce mindset, quoi. Mm. Alors oui, il y en a plein qui ont cet état d'esprit. Alors, il y a celles qui sont déjà en couple et qui du coup ne comprennent pas ce que l'autre peut leur trouver. Et puis, il y a, comme tu dis, celles qui ne sont pas en couple, mais qui se disent que de toute façon, elles ne vont pas trouver parce qu'elles n'ont pas encore le poids idéal. Ouais. C'est vraiment cette espèce de croyance que quand j'aurai un poids spécifique, ou quand je rentrerai dans une taille spécifique, à ce moment-là, le ciel va se dégager, les oiseaux vont chanter et le soleil va rayonner. Ouais. C'est comme si le bonheur était suspendu à ce poids idéal, en fait, merveilleux, et tout va changer à ce moment-là. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas le poids qui change, et c'est surtout dans notre tête en fait que ça doit changer en fait. Quand nos pensées et nos croyances vont changer, forcément nos émotions vont changer et nos actions vont changer aussi par la même. Il y a un film qui était passé, je crois qu'il y est toujours d'ailleurs sur Netflix, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle I Feel Pretty, et c'est une D'accord. jeune femme un peu ronde qui tombe sur la tête un jour au cours de sport et qui, quand elle se réveille, a l'impression C'est qu'elle une est bombasse. métamorphosée. Et voilà, elle est mince, elle est musclée, elle a des abdos, elle est magnifique, voilà. Elle a perdu 3-4 tailles, voilà. Et du coup, elle agit comme une personne qui a toutes ces caractéristiques. Et forcément, il y a plus d'opportunités qui vont s'offrir à elle parce qu'elle va oser aller vers les autres, elle va discuter, elle va se comporter différemment, elle va marcher différemment. Voilà. Et finalement, plus on est dans notre tête, on est bien, on se sent bien avec nous-mêmes et plus les choses changent autour de nous. Les personnes aussi changent autour de nous parce que on n'est plus sur la réserve. Quand on rentre dans une pièce, c'est pas en se disant oh là là, tout le monde va voir que je suis grosse, que j'ai pris du poids, que mes fesses sont trop imposantes, que mon ventre dépasse un petit peu. Voilà, ça c'est les grands, les cuisses aussi, les grands complexes des femmes. Ouais. Et quand on met ça sur veille, sur pause, ça n'existe plus presque, à ce moment-là, on va rentrer dans une pièce flamboyante, rayonnante, et les regards vont se tourner vers nous, pas parce qu'on est en surpoids, mais parce que réellement, on rayonne, tout simplement. Parce qu'il y en a, hein, il y en a plein des gens minces, et j'en vois régulièrement des personnes, alors j'aime pas trop la notion d'IMC, mais des personnes qui ont un IMC normal, donc qui n'ont pas de problème de poids, ça donne quand même une vision un peu plus... Un IMC, tu peux juste nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît, Myriam? Oui, c'est l'indice de masse corporelle. En fait, c'est le rapport poids-taille qu'on considère comme un indicateur de bonne santé, on va dire. Donc, quand on a un IMC dit normal, alors l'IMC, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'une personne qui est très musclée, par exemple, une personne qui a un certain poids, une certaine taille, n'a pas forcément la même morphologie qu'une autre avec le même poids et la même taille. Parce que tu peux avoir quelqu'un de très musclé, athlétique, et puis tu peux avoir quelqu'un qui a beaucoup de gras aussi. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Donc, on a juste pris ça et puis on s'est dit, ah bah tiens, ça va marcher avec tout le monde. Sauf que bon, du coup, ça ne correspond pas vraiment Thank you, white à la... people. Merci la colonisation. Exactement. Merci le patriarcat et tout ça. Bref, on trinque bien. C'est ça.
Continue. Donc, du coup, on va prendre cette idée-là qu'on doit avoir un certain poids, une certaine taille, etc. Et puis se dire que, ben, tiens, si on ne rentre pas dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on n'est pas comme il faut et qu'il faut absolument agir. Après, il y Ouais. a aussi cette vision qu'on a sur les médias, les réseaux sociaux, d'être une femme hyper mince, hyper musclée. Alors maintenant, il y a aussi les morphologies, la mode des morphologies qui change hein, selon les Ouais. époques. Donc maintenant, c'est une fille mince, mais avec beaucoup de forme, donc une grosse poitrine, des hanches larges, de belles fesses aussi. Alors qu'avant, on va dire dans les années 80, 1990, quelque chose comme ça, c'était des femmes 2000. vraiment très minces, très androgynes, toutes fines, voilà. Kate Moss, voilà, comment elle s'appelait, oh, j'ai oublié son nom. Enfin, des femmes qui étaient vraiment très minces et vraiment qui avaient très très peu de forme. Ouais. Donc régulièrement, ça change. À une autre époque, c'était Marilyn Monroe qui était l'idole et qui était bien vue. Et là, on avait encore d'autres formes. Donc notre corps ne peut pas s'adapter en fait selon les modes qu'il peut y avoir à certains moments en fait. On a Ouais. juste toutes des morphologies différentes et à des moments, ben, on tombe au bon moment. Ouais. On a une morphologie, on a Voilà, gagné au loto ou pas, quoi. C'est voilà, presque c'est ça. ça. Et voilà, des fois c'est la mode et c'est très bien, et des fois c'est pas la mode, ben, tant pis, et on est obligé de faire avec. Après, il y a aussi la question culturelle parce que j'ai une coachée qui me disait, moi quand j'habite en France, je me sens grosse, et quand je vais en Afrique, mais j'ai l'impression d'être pas, pas assez grosse en fait, tu vois. Ah oui, donc elle, c'est pas assez tout court, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu es mince là-bas, en fait, presque tu éveilles les soupçons, en fait. Tu as l'air malade, Ouais, t'es malade, ouais. ouais, en fait, on peut pas Ouais. trop se fier à toi, tu as quelque chose Hmm. qui va pas, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant de voir que selon Ouais. l'endroit où tu es, selon l'époque où tu es, les choses, elles changent vraiment. Et Terrible. toi, en fait, comme tu absorbes tout ça, tu as l'impression de juste pas être assez. Alors qu'en fait, ben non, t'es toi en fait et t'es très bien tel que tu es. Ouais. Mais tant que tu vas t'imposer en fait toutes ces injonctions, tous ces critères qu'on nous donne régulièrement, en fait, t'as l'impression que t'es juste pas comme il faut et que t'as du travail à faire. Ce qui fait que, comme tu disais, pour revenir à ce que tu disais au départ, parce que j'ai fait beaucoup de digressions, on va se dire, bon, ben, je vais travailler tout ça, et puis quand tout ça sera OK, Hmm. enfin, j'aurai la vie idéale de mes rêves, Hmm. j'aurai le mec idéal, j'aurai le job idéal, ma vie sera merveilleuse, et enfin, je pourrai me reposer. Bah Sauf ouais. que, alors déjà, on ne choisit pas tout Ouais. au niveau du poids, parce qu'il y a plein de critères qui vont influer sur notre poids. Et le seul critère sur lequel on a la main, nous, ça va être notre comportement alimentaire. Mais après, il y a la génétique, l'épigénétique, le lieu où tu vis, etc. Bon, plein de critères qui vont modifier tout ce qui est hormonal aussi, qui vont modifier notre poids. Et nous, sur notre comportement alimentaire, on essaie toujours de jouer de la même façon, c'est-à-dire privation et restriction, ce qui nous amène justement à l'effet inverse de ce qu'on veut, ce dont tu parlais un peu tout à l'heure, à ce comportement qui n'est pas de l'addiction en fait, mais qui est un comportement de dépendance en fait. À chaque fois que je vais me priver de sucre, par exemple, ben, je vais avoir ce comportement de dépendance vis-à-vis du sucre, et je vais tout le temps avoir envie d'en manger. Puis n'oublie pas aussi que tout ce qui est interdit, notre cerveau, il est vraiment aux aguets. Interdit, oh, ça me donne trop envie. C'est un peu Ouais. ça en fait, finalement. Ouais. C'est clair. Mais juste, je voudrais faire une parenthèse parce que tu parles d'addiction et moi je parle de dépendance. Alors, c'est quoi Mhm. la différence pour toi entre les deux? Alors, le comportement addictif, tu vas vraiment changer de comportement. Tu vas avoir vraiment le comportement de manque quand tu l'as pas, et
tu es prêt à tout, en fait, pour l'avoir. Ouais, ouais, Or, là, si tu n'as pas ta dose de chocolat, tu n'es pas prête à aller braquer tes parents pour avoir du chocolat ou casser la tirelire de ta petite nièce pour aller acheter du chocolat parce que ouais, absolument il t'en faut et que ouais, si tu n'en as pas, tu vas avoir des sueurs froides, tu vas tomber dans les pommes, ça va être douloureux physiquement, je dis, hein, pas psychologiquement, mais vraiment physiquement. ouais, ouais. La dépendance, ça va être autre chose. C'est que je sens que je me sens pas bien en fait, et je sais que si je prends ça, je vais me sentir mieux psychologiquement. Euh, En fait, on a beaucoup parlé d'addiction au sucre à cause d'une expérience qui avait été réalisée sur des rats où on leur proposait en fait des solutions soit de sucre, De cocaïne. soit de cocaïne. Et on s'était aperçu que les rats allaient préférentiellement vers la solution de sucre. Donc on en avait déduit, enfin certains en ont déduit rapidement finalement que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Or, ce qui se passait dans l'expérience réellement, c'est que les solutions n'étaient pas données régulièrement et on ne savait pas quand est-ce qu'elles allaient être apportées. Et du coup, les rats qui ont un instinct de survie comme nous-mêmes allaient préférentiellement vers, OK, ce qui va me faire survivre, c'est le sucre en fait, hein, ce qui va me maintenir en vie. Et du coup, je vais d'abord manger parce que c'est le plus important pour moi en fait. Et je ne sais pas quand est-ce que on va me donner à nouveau du sucre. Et c'est de la même façon finalement qu'on a nous développé, enfin qu'on développe nous-mêmes cette dépendance au sucre, parce que souvent on a cet interdit de il faut pas manger de gâteau, il faut pas manger de chocolat, voilà, tout ça, ce sont des aliments qui font grossir. Donc on se met l'interdiction. Et puis en même temps, quand on y a accès, on se dit, oh là là, c'est la dernière fois que j'en mange. Donc on se met nous-mêmes cet effet de manque et qui va nous donner envie d'en manger beaucoup plus. Parce que forcément, dès qu'il y a une idée de pénurie, notre cerveau se met en mode, il faut faire des réserves. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les expériences. Dès qu'on prive les rats de nourriture et qu'on leur remet de la nourriture, hein, là on n'est plus dans la solution sucrée, mais vraiment on remet de la nourriture, les rats vont d'abord faire des réserves et ensuite ils vont manger parce que c'est important en fait. Dès qu'il y a pénurie, on est en mode réserve. Tu vois, quand il n'y avait plus d'essence à un moment donné, et s'il y a des Antillais ici, ils connaîtront, parce qu'il y a souvent des pénuries d'essence chez nous, par exemple. Tout le monde se précipite à la station essence, même ceux qui ont de l'essence. Quand il y a Ouais, eu pénurie là d'huile ou de moutarde, tout le monde s'est jeté dessus parce que dit ouais mais si jamais j'en ai plus, etc. Même les gens qui n'avaient pas besoin d'huile ou qui mangeaient jamais de moutarde, tout le monde allait en acheter, comme si on allait mourir tout de suite si on n'avait pas d'huile ou de moutarde. ouais. Bon. Donc c'est vraiment ça en fait, et c'est ce qui va nous apporter ce comportement de dépendance qui nous fait croire qu'on est addict alors qu'en fait non. Quand on a cette idée que tout est autorisé en fait et qu'on va en avoir tout le temps. Là, par exemple, tu vois, il y a plein d'huile au supermarché. Personne se dit, je vais aller acheter de l'huile et faire des réserves pour 5 mois. On s'en fiche en fait. Et c'est pareil au niveau de l'alimentation sucrée ou grasse, voilà, toutes ces choses-là qui sont de l'alimentation réconfortante. Quand tu sais que tout est autorisé, finalement, tu lâches prise dessus. Tu dis, OK, bah, quand j'en aurai besoin, ça sera là et c'est OK. Et c'est vraiment ce travail-là qu'on fait avec les coachés, c'est de remettre de l'autorisation finalement sur ce que je peux manger. Et les aliments sont tellement moins intéressants quand on n'est pas dans la privation et dans la restriction. Quand tout est autorisé, en fait, on lâche prise sur l'alimentation et on arrête d'y penser en fait, parce que ça devient une obsession en fait. Plus je me dis j'ai pas le droit et plus j'y pense sans arrêt. Je sais pas si tu as des... Ah bah oui, tu me disais, tu as déjà fait un Bah oui, régime. Quand tu te dis lundi, je suis au régime, et la veille, tu manges plus que ce que tu aurais mangé bah oui, un jour bah classique. oui. Parce que on va être dans la privation, on va être dans la restriction, donc je fais des réserves en fait. Ouais, Inconsciemment, je me dis, oh, il faut que je fasse des réserves parce que là, je ne pourrais plus y avoir accès avant un moment. Pareil, quand mais tu pars ouais. en vacances dans un pays étranger qui a un truc que tu aimes bien, tu dis, oh, bah, je vais partir demain, hop,
je fais des réserves parce que ça, je pourrais plus jamais le manger. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse sortir justement de cet état de manque, de privation? C'est-à-dire notre cerveau, en fait, lui, il pense qu'il n'y a rien. On va plus en avoir. En fait, il y a un chemin neuronal qui est tout le temps activé et qui dit pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Alors que toi, tes yeux, tu vas au supermarché, tu vois bien qu'il y a plein de Mars, tu vois bien qu'il y a plein de gâteaux, les étalages, ils sont là, mais ton Mm, cerveau, lui, il dit non, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Comment mm. est-ce qu'on fait pour passer du pas assez de ce chemin neuronal qui est suractivé, Ouais. qui répond pour un oui ou pour un non, c'est pas assez, quoi. Mm. C'est comme un fonctionnaire qui il donne toujours la même réponse, alors que toi, tu veux lui démontrer autre chose. Comment tu fais la Mm. passerelle? Comment est-ce que tu aides le coaché à faire la passerelle? Parce que c'est dur, quoi. Mm. Alors en fait, ton cerveau, il se dit pas qu'il n'y a pas assez. Ton cerveau, il te dit c'est interdit, tu n'as pas le droit d'y aller en fait. Et c'est ça qui crée le manque. Parce que concrètement, tu vois bien consciemment qu'il y en a plein de chocolat, mais tu te dis c'est la dernière fois que j'en achète, j'en mets plus dans mes placards, j'en prends qu'un. Si par exemple tu ouvres un paquet de gâteaux, ma limite c'est un, voilà. Mais d'un autre côté, tu as un Moi, autre phénomène qui est purement humain, qui est quand émotionnellement ça va pas, j'ai envie d'aliments gras et sucrés. Ouais, Donc d'un côté, tu as ton cerveau qui te dit j'ai envie de ça, et d'un autre côté, tu as ta raison, la conscience qui te dit non, 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 on n'a pas le droit d'en manger. Et donc là, ce sont deux injonctions contraires finalement qui se télescopent. Et alors ta volonté peut mener la danse un petit moment en fait, hein, bah, et tu te dis non, non, j'en mange pas, ouais, jusqu'à un moment où la volonté, comme elle est limitée, à un ouais, moment donné, il y a craquage. ouais, Et quand je craque et que je commence à manger du chocolat, je cherche, comme c'est émotionnel, je cherche de la satisfaction, je cherche du réconfort. Mais si dans ma tête, en fait, c'est ah, je suis en train de grossir, mon Dieu, mais pourquoi je mange ça? Mais j'arrive même pas à m'arrêter en plus. Oh là là, mais c'est la dernière fois que j'en prends. Ok, quand je me prends la tête comme ça et que je me crée en plus cette sensation de manque, je suis pas dans le plaisir en fait. Si je suis pas dans le plaisir, je trouve pas le réconfort. Et si je trouve pas le réconfort, je peux pas être rassasiée. Rassasiement, c'est j'ai plus envie et je m'arrête naturellement. Mais là, je peux pas m'arrêter en fait, parce que le réconfort, je le trouve pas. Et donc, je vais manger jusqu'à temps que je finisse ma tablette de chocolat, par exemple, ou je finisse mon paquet. Et que je me dise peut-être à la fin, mais en fait, ça m'a même pas fait plaisir. Je comprends même pas pourquoi j'ai mangé tout ça, en fait. Ça m'a ouais, pas fait plaisir. ouais, Je trouve pas le réconfort. Et on a l'impression, finalement, et souvent ce que j'entends, c'est j'ai besoin de me remplir. Mais en fait, c'est pas que j'ai besoin de me remplir, c'est que j'ai besoin de trouver le réconfort, mais que je finis tout, que j'ai le ventre rempli et que finalement, j'ai pas trouvé le réconfort que je recherche. ouais, Et finalement, je me sens aussi mal, peut-être même plus mal en fait, finalement, avant qu'après. Parce que j'avais besoin d'un réconfort, mais j'ai pas trouvé le réconfort et j'ai pas de solution. Et j'ai l'impression d'être en échec parce que j'ai mangé alors que j'avais décidé de ne pas manger, et j'ai mangé en quantité et je vais grossir et je pense à ma balance et je me prends la tête encore plus qu'avant en me disant que je ne suis pas capable, ouais. etc., etc. Et je rencontrerai jamais quelqu'un, vu Et la voilà. gueule que j'ai, vu le Et poids que après, j'ai, ou le mec que j'ai ne me regarde même plus parce que justement c'est de ma faute, parce que je suis grosse et que je me suis laissée aller. Voilà où on et en que je arrive. n'ai pas de volonté, etc. Donc on est en mode Voilà. Waouh. drama après, et forcément les pensées s'enchaînent un peu sans qu'on puisse y faire grand-chose, on va dire. Il faut vraiment reprendre le contrôle de tout ça, en fait. Le contrôle, pas dans le sens contrôle, contrôler mon alimentation, mais C'est réouvrir conscience. justement. Et c'est tellement contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on nous apprend. Ouais. C'est-à-dire, c'est réintroduire les aliments, réintroduire l'autorisation de manger tout. Et c'est quand tout est autorisé que je peux lâcher prise et me dire, ok, j'ai pas besoin de me précipiter dessus,
tout va bien, tout est là au moment où j'en ai besoin. Et ça, c'est le travail le plus compliqué à faire, en fait, C'est le hein. plus compliqué, n'est-ce pas? Parce que Voilà, être toute c'est seule et se dire, déprogrammer. bah ouais, être toute seule et se dire, putain, je mangerais bien une portion de frites quand même et tout. Et tout de suite, c'est, bah non, tu vas pas manger des frites. Bah, C'est pas l'heure. c'est pas l'heure, C'est gras. c'est pas l'heure, c'est gras. Et là, tu sens ton bide, tu sens tes hanches, tes poignées d'amour. Certaines vont sentir leurs cuisses. À ce moment-là, c'est un peu comme si le cerveau, il envoyait un message, allez, va sentir ton organe sur lequel tu es le plus complexé, quoi. C'est ça. Et puis en plus, j'ai pas faim. Alors, il n'y a pas que la faim, hein, qui est un moteur pour manger. Voilà, L'envie, on a parlé des envies de manger émotionnelles, est un moteur et doit être respecté autant que la faim finalement. La faim, c'est pour les repas. Les envies, ça va être entre les repas. Mais en général, on ne s'autorise pas à manger entre les repas. Ce qu'on entend, c'est il ne faut pas grignoter. Alors, sauf que le grignotage, c'est très péjoratif déjà comme mot. Sauf que des fois, tu as besoin de manger. Quand ça va pas, bah, des fois, tu as besoin de chocolat. Mais si tu te prives de chocolat, ben, au bout d'un moment, tu vas craquer, tu vas manger toute la tablette. Si tu te dis, OK, j'ai besoin de chocolat, je vais en manger, et c'est autorisé, je mange mes 2-3 carrés de chocolat, ça me fait plaisir, je me sens mieux, je ferme ma plaquette et je passe à autre chose. Quand j'ai ouais. une relation compliquée avec l'alimentation, je suis dans la privation et la restriction, je craque, je mange, je me sens plus mal, je vais ruminer, je vais avoir l'impression d'être moins que rien parce que j'ai encore mangé, parce que voilà, mon poids, ma balance, ceci, cela, voilà. On est vraiment dans les deux côtés, je mange, mais le résultat au final n'est vraiment pas le même psychologiquement. Et il y a quelque chose, en fait, je suis sûre que je suis pas la seule à vouloir poser cette question, c'est que passer d'un mindset qui est je n'ai pas le droit à j'ai droit à tout, c'est vachement dur. En combien de temps est-ce que tu penses que on passe d'un état à un autre? Est-ce que c'est un long process? Est-ce que c'est comment est-ce que tu pourrais expliquer ce passage pour qu'on puisse se dire ok, c'est faisable, quoi? Parce que sur le coup, Mm. de passer du t'as pas le droit à t'as droit à tout, c'est facile à dire, mais notre comportement, il est, comment dire, il est programmé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pour la reprogrammation, c'est quand même c'est ça. il y a une phase qui est un peu Oui, et qui est un peu compliqué ouais, parfois. Alors, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a en un mois, ok, c'est autorisé, ou il y en a, c'est Myriam a dit que c'était autorisé, donc c'est bon. d'accord. Donc ça dépend vraiment, vraiment des personnes. Il y en a pour qui ça va mettre 3 mois, et il y en a des fois pour qui, au bout de 6 mois, on s'autorise, mais c'est pas encore très, très serein. Donc D'accord. ça dépend vraiment des Des personnes. personnes. Oh, Après, ok. tu as toujours cette petite voix qui vient te dire, quand même, tu as déjà mangé des gâteaux ce midi, tu es sûr que tu vas manger des pâtes, voilà, la petite voix en fait. On Ouais. appelle ça les pop-up qui viennent un petit peu comme, tu sais, quand tu as un virus sur ton ordinateur, tu as Ouais, une plusieurs fenêtres. notification. Voilà, c'est ça. Là, tu as plein de notifications qui te disent, attends, d'habitude, c'est pas comme ça, Ding, hein. ding. D'habitude, on mange pas autant. D'habitude, on mange pas de gâteau au chocolat quand on a Ouais. mangé des pâtes. Voilà, ça fait grossir, dis donc. C'est Ouais. pas très gras ce que tu manges. Voilà. Donc, tu as tous les pop-up. Et au fur et à mesure, en fait, alors, les pop-up, ils existeront toujours parce que on a beaucoup d'injonctions sur l'alimentation et sur le poids dans notre société, sauf qu'on leur accorde de moins en moins d'importance et qui sont de moins en moins présents aussi. Tu n'en as plus autant qu'avant. Et c'est ce qui va nous aider à baisser la charge mentale liée à l'alimentation parce qu'on ne se rend pas compte, mais des pensées liées à l'alimentation et au poids, du coup, on en a Tout des le temps. centaines par Tout le jour, temps. en fait. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, Tout le temps. exactement. Donc, tu vois, déjà, on a 60 000 pensées par jour. Donc, imagine celles qui sont liées à l'alimentation. On en a tout un paquet. 59 Et 000. là, voilà, ils sont souvent les mêmes d'un jour à l'autre. Ça, c'est sûr. Voilà, parce qu'on tourne en boucle Ouais, ça, c'est là-dessus. sûr. Et reprendre le contrôle. Alors, déjà, observer qu'on a ces pensées, c'est déjà une première étape. Et leur accorder beaucoup moins d'importance, ça, c'est encore une autre étape.
Et à force de retracer, comme tu disais, notre chemin neuronal où, OK, j'ai décidé que ça n'avait pas autant d'importance que ça et que je peux manger autrement, c'est reprogrammer en fait, parce que ce fonctionnement-là, on l'avait déjà initialement. Quand tu regardes les enfants, ils mangent de tout. Ils ne se posent pas de questions de OK, alors attends, j'ai mangé des Ouais, pâtes, est-ce que je peux manger du riz ce ouais. soir? Ou attends, j'ai un gâteau, non, j'ai plus faim, mais je vais quand même le manger parce que quand même je l'ai pris et puis il faut quand même finir le gâteau jusqu'au bout. Ça, ce sont des injonctions qu'on se met en tant qu'adulte. En fait, plus tu grandis, plus tu te mets des injonctions sur l'alimentation, des injonctions aussi liées à tous les régimes que tu as fait, par exemple, comme alors, il ne faut pas grignoter, il faut faire 3 repas par jour. Mais après, les injonctions, elles sont parfois contraires. Par exemple, tu as le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et puis, en même temps, tu en as une autre qui te dit, ouais, mais quand tu fais le jeûne intermittent et que tu ne manges pas le matin, c'est meilleur pour la santé. Au final, tu ne sais plus quoi manger. Un coup, on te dit, il faut manger salé. Un coup, on te dit, il faut manger sucré, le petit déjeuner comme avant, etc. Et tu as l'impression, finalement, de toujours être à côté de la plaque et de toujours mal faire. Et au bout d'un moment, tu te dis, attends, est-ce que je peux manger, pas manger? Qu'est-ce que je dois manger? En quelle quantité? Oh mon Dieu, c'est une prise de tête. Et souvent, j'ai des coachés au début qui me disent, mais tu m'as pas dit combien de parts de pizza je pouvais manger, en fait. Non, mais c'est pas moi qui te dis, en fait, c'est toi qui sais. Et c'est Ouais. là, en fait, qu'on travaille aussi, c'est reprendre son autonomie face à l'alimentation. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un professionnel qui va te dire alors, toi, Bah tu peux si, dormir à partir de telle heure. Ben oui, oui, t'en as plein, bah effectivement, si, mais c'est excuse-moi, pas mais la on est tous méthode. allés voir un nutritionniste qui nous a dit 200 grammes de 50 grammes. Donc, me dis Ouais, pas, il n'y a c'est pas. ça. Alors, il n'y en a pas un qui est qualifié Ah, pour te dire voilà, si tu je as faim ou préfère. si tu n'as pas faim, en fait. Voilà, c'est plutôt Mhm. ça. Effectivement, tu as raison, il vaut mieux préciser. Parce Ouais. que on va considérer que, allez, bon, Nada, on a à peu près même taille, même poids, on va dire, donc on va manger exactement la même chose, la même quantité, etc., etc. Alors qu'en fait, non, peut-être pas. Peut-être que ben, aujourd'hui, j'étais hyper stressée et que je vais avoir besoin de plus de calories que d'habitude. Et puis que toi, tu auras passé ta journée tranquille devant Netflix et que tout va bien et tu auras besoin de moins de calories que d'habitude. Or, on part du principe que chaque jour, on a besoin de la même quantité de calories, exactement la même. Et du coup, si par exemple dimanche, Netflix, t'as pas très faim, mais tu es autorisé à manger 1800 calories, bah, tu vas quand même les manger parce que tu te dis, attends, si demain j'ai faim, etc., vaut mieux que je mange, on ne sait Ouais, jamais, etc. En plus, c'est autorisé je vais et le tout. regretter. Voilà, c'est ça. J'ai une occasion de manger, je vais Ouais. pas m'en priver, hein, parce que Comme les déjà soldes, que c'est quoi. difficile, voilà, les autres jours. Donc là, tu n'es plus en train de t'écouter, en fait, tu n'es plus en train de faire ce qui est OK pour toi, tu es en train de fonctionner selon des impératifs que quelqu'un d'autre t'a donné. Quelqu'un qui est censé mieux savoir que toi ce dont tu as besoin et à quel moment tu en as besoin. C'est comme si, pour reprendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, je te disais, alors toi Nada, tu as besoin de 7 heures de sommeil. Mais des fois, tu auras besoin d'un peu plus. Non, non, c'est 7 heures. Hop, tu te réveilles, c'est fini. Hmm. Et Waouh. puis des fois, tu auras besoin de moins. Non, 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 tu restes dans ton lit, tu dors. Ouais, ouais, C'est juste pas logique en fait. non. Parce que c'est un besoin, l'alimentation, comme le sommeil, comme aller aux toilettes. Je ne vais pas te dire combien de fois tu dois y aller, à quel moment, etc. En fait, c'est juste logique finalement quand on y réfléchit. Ouais, Mais c'est là, logique, on a mais c'est l'impression aberrant. d'être dépossédé. Voilà, Ben oui, c'est on aberrant. remet la Enfin, c'est logique pour toi. responsabilité à Ouais, quelqu'un d'autre. ouais. Ouais. C'est quand même assez aberrant, quoi. Moi, je le vois à travers ma propre expérience, parce que je peux pas parler de quelqu'un d'autre, mais je le vois de plus en plus, quoi. Les voix qui sont dans ma tête, toutes les voix des régimes, ce qu'il faut Mm. et ce qu'il faut pas, se rencontrent toutes au même moment et du coup, tu sais même plus ce que tu dois manger. Tu sais C'est même plus ça. dans quelle direction il faut aller.
Tu sais même plus que tu Mm. parlais d'intermittents, d'autres, bah non, ils sont plus petit déjeuner. Après, d'autres vont dire, bah ouais, mais les femmes, en fait, faut surtout pas faire d'intermittent parce que ce sont des femmes, elles ont des cycles, elles ont un rythme. Donc, c'est encore basé sur un truc d'hommes. Oui, mais ça marche pas sur toutes les femmes, ça marche pour certaines. Tu vois, ça devient, mais un foutoir d'enfer dans la tête. Mm. Et du coup, on est complètement bousculé. Et franchement, moi, je comprends que, il y a un moment donné, tu regardes le pantalon que tu vois dans ta boutique préférée, tu dis, bah non, pas tant que je vais pas l'acheter maintenant que je fais cette taille-là, je vais attendre d'avoir perdu 5 kilos pour pouvoir le mettre. Mais pourquoi? C'est le résultat en fait, de toutes les informations qu'on a et elles ont toutes été remplacées au fur et à mesure par leur contraire. Donc, on se sent complètement paumé, nous, dans cette jungle, quoi, Mm. de la perfection du corps de la femme et tout ça. Donc, je t'ai entendu dire que, en fait, quand tu rentres dans une pièce, si tu penses pas à ton corps, non pas que tu dois nier ton corps, au contraire, mais si tu assumes ton corps d'une certaine manière, tu peux aussi bien rentrer dans une pièce flamboyante que rentrer dans cette même pièce en te disant putain, ils ont vu mon bide qui sort du ventre, quoi. Enfin, tu vois, parce que j'ai eu la superbe idée d'aller déjeuner avec une robe moulante ou je sais pas quoi. Mais C'est ça. ouais, et donc tu disais en fait, c'est pas le poids qu'il faut changer nécessairement, quoi. Même si, mais en tout cas, c'est surtout avant tout notre mode de pensée, quoi, vis-à-vis de nous et vis-à-vis de la Mm. nourriture. C'est Et puis ça. aussi Notre relation au corps aussi. notre relation au corps. Et donc ce que tu fais, c'est que tu invites tes coachés ou tu nous invites, nous les femmes, hein, puisqu'on peut te trouver sur Instagram, euh, sous Mhm. myriam.felvia. Pelvia. Ouais, Mhm. Myriam Felvia, où tu donnes plein de recettes, de tricks pour le mindset et tout ça. Et en dehors du fait que, bon, évidemment, notre comportement est dû à une culture et tout ça, il y a un comportement qui est dépendant. Et je pense qu'il y a aussi un comportement qui est dépendant par rapport à l'autre, quoi. Et toi, tu nous invites, en fait, à retrouver notre autonomie, retrouver une conscience du corps, genre, est-ce que je suis rassasiée ou pas? Si je suis rassasiée et que j'ai encore faim à ce moment-là, c'est émotionnel. Ah, c'est émotionnel, je sais pas quoi en faire. Et Dieu merci pour tes coachés, ils t'ont toi, donc ils vont t'envoyer un message en disant là ça va pas, j'ai pas quoi faire parce que je suis pas rassasiée, j'ai envie de manger, je fais quoi? Et toi, donc en fonction du profil de ta coachée, tu vas la guider pour qu'elle puisse justement se réorienter vers une décision qui la met elle dans un confort et dans l'alignement de l'écoute de son corps, quoi. Bien que ce ne soit pas facile, puisque tu as dit Exactement. pour certaines, ça va être 3 mois. Parce qu'en fait, il y a une notion Mhm. de permission. C'est pour ça qu'on a besoin de coach et on croit Mhm. les médecins, quoi, parce qu'ils ont fait je sais pas combien d'années d'études, donc du coup, on les croit quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas à 100% d'accord, mais bon, la compétence d'un médecin n'est pas due au fait qu'il ait fait beaucoup d'études. Mais c'est pas grave, ou qu'il ait une super mémoire, mais c'est pas grave. C'est un autre sujet. Euh, mais voilà, pour certains profils, sachez, mesdames, que c'est pas du jour au lendemain, que en fait, ça peut prendre aussi bien 3 mois que 6 mois, parce que ça va vraiment dépendre de notre comportement de dépendance. L'addiction, c'est autre chose, et qui fait qu'on a besoin de cette permission. Et je crois qu'on a besoin de choisir la personne qui sera le plus bienveillante vis-à-vis de nous pour nous apprendre justement à créer un chemin neuronal pour, comme tu disais, l'autre chemin neuronal, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est qu'en fait, it prunes away, en fait, les chemins se délient, quoi, hein, au bout d'un moment, quand ils ne sont pas utilisés. Et tu disais aussi que, Exact. voilà, et que toutes les notifications, là, au départ, c'est clair, c'est un cauchemar. Et en fait, tu es complètement immobilisé parce que tu sais plus quoi faire. Mais au fur et à mesure, quand tu as le soutien d'une coach comme Myriam ou quelqu'un d'autre, hein, le truc, c'est que ça t'aide justement à ce que ces notifications ne soient plus en avant-plan de ta conscience, mais déjà qu'il y ait de l'espace entre elles et qu'elles aient moins de, comment dire, qu'elles aient moins de, ah, D'impact. ouais, qu'elles soient moins velcro, qu'elles aient moins d'impact sur ta décision. Tu sais que ça existe, comme tu sais qu'un arbre existe à côté, qu'une voiture est en train de passer, mais t'es pas en train de suivre la voiture jusqu'à sa destination parce que t'as mis une raison dessus, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est un peu Ça ça, en met du fait. sens.
Ouais. Mm, Et mm. donc en fait, est-ce que tu penses que quand on a cette relation de dépendance, quand on cherche cette permission, est-ce que tu penses que seul on peut y arriver? Vraiment, parce pour moi, c'est un vrai problème, hein, le poids avec la femme et tout ça. Et comme tu dis, on est en permanence bombardé par une image qu'on devrait avoir et qu'en plus, ça évolue dans le temps, comme tu dis, dans les années 90 et dans les années 2000, c'est la brindille type Kate Moss. Après, il y a eu la vague Kim Kardashian. Maintenant, on a la vague Kim Kardashian, ça veut dire une taille de guêpe, un cul de ouf, des ins de ouf, Ouais. des lèvres de ouf, des cils d'araignée, enfin bref, des rallonges à n'en plus finir, bref. Et là, en fait, là, je découvre qu'il y a qu'il y a un nouveau style qui arrive. On revient à la mincitude. Donc, la morphologie un peu carrée, un peu truc, tu oublies, hein. Il aurait fallu que tu naisses dans les années 40 où les jupes étaient taillées pour toi et les vestons aussi. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Moi, je trouve que c'est aliénant. Mm. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que toutes les morphologies soient bienvenues, que nous, les femmes, on se regarde entre nous, pas en se disant, putain, elle est petite, t'as vu les seins qu'elle a? Ils sont refaits. Ou, putain, elle a les seins qu'elle a, en plus naturel, et trois gosses, mais tu te rends compte, genre, c'est impossible. Pour moi, je me sens très concernée dans le sens où, au final, on le fait pas pour soi, quoi. C'est ça, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Il y a beaucoup cette notion chez une femme de la femme, elle est là, elle est élevée pour faire plaisir en fait, et elle est beaucoup jugée sur son corps. Donc, tu fais tout ce qu'on te demande en fait, hein. L'épilation, c'est à la mode, tu vas t'épiler, tu vas te maquiller. Dès que tu le fais pas, on va dire que tu es négligé, que tu prends pas soin de toi. Voilà. Et si tu le fais, parce qu'il y a toujours son C'est ça, contraire. voilà, Et si tu le fais, exactement. t'es victime de trucs. Mais va te faire foutre. Moi, je m'aime bien toucher mes jambes lisses, quoi. Merde. Je suis pas obligée de Exactement. réclamer mon Donc en autonomie, mon fait, indépendance, parce que j'ai des poils, c'est quoi. ça. Merde. On n'est jamais au bon. C'est comme l'alimentation finalement. On n'est jamais au bon endroit. On a l'impression de jamais faire comme il faut et on est toujours entre deux et c'est bon, c'est pas bon Ouais. et voilà, c'est hyper compliqué finalement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de travailler avec les femmes parce que en se penchant là-dessus, tu es obligé de travailler aussi sur le féminisme, je pense, parce Exactement. que quand tu te penches là-dessus, en fait, tu te rends compte combien c'est compliqué, Mais que ce oui. soit la charge mentale liée à l'organisation de la maison, des enfants, etc. La charge mentale liée à l'alimentation, la charge mentale à, OK, est-ce que je fais bien? Là, dernièrement, j'ai fait un atelier qui s'appelle Goodbye Good Girl. Ah, Donc, où nice. on sort OK, de cette image de gentille petite fille qui fait toujours plaisir, qui dit toujours oui, pour qui tout est toujours OK, où on s'éteint finalement, hein, parce que on va pas montrer qu'on est en colère, on va pas dire non, et on est vraiment dans le je fais plaisir. Et dernièrement, du coup, j'ai partagé aux filles du groupe une expérience qui est très parlante pour le coup, où on faisait venir des enfants pour une publicité où ils devaient prendre une cuillère de yaourt, l'avaler et dire c'est trop bon. Sauf que le yaourt, en l'occurrence, c'était du yaourt salé. Allez. La plupart des garçons, des petits garçons, ont recraché en disant oh bah c'est pas bon. Et toutes les filles, pratiquement, ont pris la cuillère en disant c'est bon. Ah, mais On est attends. habitué en fait à Mais faire plaisir oui, et à faire ce qu'on attend de nous à ne pas contrarier. concrètement, Mhm. à ne pas contrarier. Et si faire plaisir, c'est être mince, mais on va faire ce qu'il faut pour faire plaisir et pour correspondre à l'image qu'on attend de nous. On attend de nous de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, de parler doucement, d'être toujours souriante, etc. Donc voilà, dès que tu commences à être un petit peu en colère, on va te demander est-ce que tu as tes règles ou voilà, c'est quoi Ouais, ton problème, t'es ouais. hystérique, voilà. Hystérique, ça vient quand même de utérus, hein. Utérus, ouais. Bah ouais, je suis Donc hystérique. voilà, donc on est là pour faire bien en fait.
Et puis tu remarqueras qu'une femme a une, un peu une date de péremption, entre guillemets, où passé un certain âge, ben, par exemple, les actrices n'ont plus de rôle, voilà, c'est pas intéressant. Passé un certain âge pour être embauché, ben, l'âge il est plus bas chez les femmes que chez les hommes. C'est toujours plus compliqué finalement pour une femme d'exister, simplement, hein, Complètement. que, voilà. Par exemple, tu as des professions qui sont très féminines. Je vois, moi par exemple, je travaillais à Pôle emploi avant, et la majorité des conseillers sont des femmes, des conseillères. Donc, du coup. Mais quand tu vas aller dans les strates hiérarchiques un peu plus hautes, tu as 95% d'hommes, par exemple. Quand tu regardes en cuisine, ben, cuisinière, c'est plutôt un métier de femme, entre guillemets. Mais quand tu vas monter dans les cuisiniers réputés, tu auras surtout des hommes. Couturière, pareil, plutôt un métier féminin. Mais quand tu montes, c'est plutôt des hommes aussi. Donc, au final, la femme, pour exister, a toujours besoin de travailler plus, d'en faire plus, de montrer plus. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué, je trouve. En fait. Et c'est Oui, important de pouvoir accompagner ça, en fait. oui, et puis oui, c'est toujours plus compliqué. Et puis je pense que, tu vois, on a été formaté aussi dès le départ qu'on était moins importante, quoi. Malgré Mm, le travail qu'on fournit, l'excellence du travail qu'on peut fournir et tout, très peu sont montés, ont gravi les échelons de la hiérarchie, que ce soit au sein d'une entreprise ou autre, une reconnaissance. C'est parce que dans notre esprit, on a on est né dans un environnement qui nous dit qu'on n'est pas importante en fait. Et d'où le fait exactement. que comme on n'est pas importante, on va pas contrarier, on va faire plaisir et, on va faire plaisir en étant belle, on va faire plaisir en étant intelligente, mais pas dans le but de Mm, savoir si, pas dans le but de le faire pour soi parce que on s'apprécie de cette manière-là, qu'on a envie de se voir, mais plus parce que on a euh, comment dire, ce truc derrière la tête qui est toujours est-ce que je vais lui plaire, quoi. Mon dernier podcast, j'étais en train de parler de rupture et je disais justement que ça m'avait frappé pendant que je le disais. Je suis, oh, c'est bon ça. C'est qu'en fait, la nana, elle est plus axée sur est-ce que je vais plaire, alors que l'homme, il est axé sur est-ce qu'elle va me plaire. C'est-à-dire que lui, c'est déjà c'est acquis, en ça. fait. Il n'a pas à se remettre en question. Mm. Mais elle, en revanche, c'est une machine à remise en question, en Mais de toute permanence. façon, il n'y a qu'à voir pour un date la préparation de l'un et de l'autre. C'est clair. Combien de temps chacun va se préparer? Ouais, c'est ça. Et je suis sûre qu'on prépare. Mais c'est un micro-trottoir, c'est un truc à micro-trottoir, sans déconner. Tu mets combien de temps pour te préparer à une date? Et c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Ah non, mais il faut que je me fasse mes racines. Ah merde, il faut que je refasse mes ongles. Le mec, il se dit pas, je vais me faire mes racines ou je vais me faire les ongles Je vais tiens, j'ai besoin d'un m'épiler. gommage. Ouais, je vais épiler ou je vais faire un gommage et tout. Et je condamne pas du tout la préparation, c'est surtout d'où c'est fait, tu vois. Mm, c'est ça. Euh, je crois et puis on met pas assez d'espace dans nos, pour moi, par exemple, mon addiction, hein, cette compulsion que je peux avoir vis-à-vis de la nourriture, je sais que je l'ai par rapport à mes traumas et que émotionnellement, je n'ai pas été encouragée à les exprimer, comme tu disais, la colère, la déception, la tristesse, parce qu'il faut être forte et faire plaisir. Ça, C'est ça, on excelle, exactement. on est des femmes fortes, Mm, mais aussi on est des femmes qui font plaisir, donc qui se laissent de côté. Et donc, du coup, moi, je le vois à travers mon process, c'est qu'il y a énormément d'émotions qui a été enfouies et que très souvent, peut-être que je cède à mes compulsions, mais comment dire, tu vois, tu disais, bah, je suis autorisée, j'ai la permission, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la question de c'est pas grave, c'est je suis autorisée. Il n'y a pas de c'est pas grave, c'est je suis mm, autorisée. Je me reprends. Mais en même temps, je suis consciente de ce qui se passe et plutôt que de autant que je peux dévorer, quoi,
c'est de rester avec l'émotion. Tu sais, c'est un peu comme si je venais nourrir une partie de moi qui était très jeune, qui a besoin de ça pour euh, trouver ce confort, pour trouver cette sécurité qu'elle n'a pas eue, et de rester avec elle tout en ressentant en même temps ce qui se passe, quoi. Et je sais que ça m'aide énormément et ça m'a permis justement, avant de pouvoir, maintenant, avec le temps, et ça me rassure quand tu dis, bah moi, oui, il y a des clientes, il y a des coachés, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est un an, on est toutes faites d'une manière unique. Et c'est qu'aujourd'hui, je peux même respirer avant. Avant, je pouvais pas respirer, c'était pas possible. Ouais. Et c'était pas possible. Il me fallait ma dose et ensuite tu pouvais me parler, tu pouvais me ramener ma raison, tout ce que tu veux. Ben oui. Ouais, voilà. Et demain, je recommence. C'est demain que je recommence et Et tout. c'est ça, c'est que tu es dans l'émotionnel, en fait. Dans l'émotionnel, tu peux Complètement. pas être dans le raisonnement. Et c'est pour Complètement. ça que moi, ce que je conseille toujours, c'est d'abord tu manges, après tu réfléchis. Parce que certains veulent, je vois certains coachs, ils disent, non, t'as pas besoin de manger, sois forte, il faut avoir de la motivation, etc. Ceux qui sont un peu plus dans le développement personnel vont dire, et puis va chercher pourquoi tu as telle émotion, etc. Ok, mais d'abord tu manges, parce que c'est le plus urgent en fait. Émotionnellement, ton cerveau, il est en alerte Ah là. C'est ouais. pas la peine d'aller réfléchir. Ah ouais, Tu peux non, pas mais c'est réfléchir en fait. impossible. C'est Ben oui, impossible. ton cerveau limbique, il a pris le dessus, le cortex, et oublie. Ah Donc, oui, me couper, d'abord, ouais. tu manges, le réconfort, et puis après, tu vas aller chercher, ok, c'était quoi l'émotion? Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là? C'est quoi mon besoin derrière? Voilà. Et après, tu fais le chemin, mais tu peux pas le faire dans le sens inverse parce que c'est comme si tu avais du feu là à côté de toi, il y a un feu qui vient de se déclarer, et toi, tu regardes ailleurs en disant, alors, pourquoi est-ce que le feu Et s'est ouais, déclaré? ouais, c'est ça. Pourquoi il y a du Euh, feu? Petit loulou c'est ça. tatin. C'est pas possible. Cherchons d'où vient le problème. Non, bah, d'abord, tu éteins le feu et puis après, tu essaies de trouver d'où vient le problème pour que ça recommence pas, simplement. Exactement. Comme tu dis, effectivement, la partie, le cortex, c'est la partie donc du lobe frontal de notre cerveau et c'est là où toute la raison, les décisions, des actions et tout ça sont faites, quoi. Sauf que quand on est dans un état émotionnel d'urgence, quoi, cette partie-là, comme tu dis, elle est plus du tout accessible. On peut plus réfléchir. Mm. On est vraiment dans l'urgence et c'est une partie de nous qui cherche même pas qui cherche pas autre chose si ce n'est à se satisfaire elle-même, quoi. Donc, c'est sûr que si on ne va pas, si on ne fait pas attention à elle, on est en fait dans un comportement de restriction à ce moment-là. Exactement. On Et n'est pas ça dans fonctionne pas l'acceptation. de toute façon. Hmm. Et justement, si on est dans cette restriction, c'est là qu'on a plus de chances euh, de faire des compulsions parce qu'il y a cette idée que je D'accord. peux pas, mais en même temps ce besoin impérieux d'y aller et je trouve pas la satisfaction et je mange, je mange, je mange, je mange jusqu'à ce que j'en puisse plus en fait. Hmm. Mais je trouve pas le réconfort encore une fois. Ouais, Donc c'est important qu'il y ait les deux en fait. Non seulement je mange, mais en plus je m'autorise psychologiquement à manger parce que je peux très bien manger et ne pas me l'autoriser pour autant en me disant exact. ah non ça c'est interdit, ça me fait grossir, etc. Et là, ça fonctionne pas en fait. Je mange, mais le résultat n'est pas le réconfort. Ouais. Et d'ailleurs, pendant que tu parlais, je me disais le dénominateur commun dans dans l'exemple que tu donnais, le dénominateur commun, c'est je mange. De toutes les Mm. manières, C'est je ça. mange. Voilà, c'est ça. Tu vois dans Il y les a pas deux cas, il y besoin de a je mange. réfléchir. C'est Voilà. ça. Et ensuite, après, vient à côté, il y a le je mange et vient à côté, est-ce que je me l'autorise ou pas? Quelles Mm. qu'en soient les conséquences sur mon corps, parce que de toutes les manières, on n'est pas en train de travailler sur le poids, là, on est en train de travailler sur la source de la prise du poids qui est, mais qu'est-ce qui se passe en même temps? Est-ce que je me le permets ou je me le permets pas? Et je crois que c'est ça aussi qui doit vachement contribuer à notre à l'acceptation de notre corps et peut-être justement à notre perte de poids parce que il y a aussi un autre truc, c'est que quand on ne s'autorise pas, on est dans un mode comment dire, de fight flight. C'est lutte Mm.
Tu sais, c'est ça. on est on a un mode sympathique qui est déclenché puisque on est dans une sorte de conflit, quoi. Donc le corps Mm, pense qu'il est il est en danger, il y a une contrainte, et du coup, notre système digestif ne va pas être le même non plus. mm, c'est ça. Il est ralenti, n'est-ce pas? Tant qu'on est dans la lutte, on est dans le stress. Effectivement, le stress, c'est ben, l'hormone de cortisol qui va être diffusée un peu dans tout notre organisme. Et effectivement, cortisol, ça va redistribuer l'énergie et la digestion, ben, elle passe après, en fait. On est plus dans, OK, qu'est-ce qu'il me faut pour courir vite parce qu'il y a un danger? Voilà, plutôt que, OK, je mets mon énergie partout où mon corps en a véritablement besoin. Ouais. La digestion, elle passe vraiment après. Et de même, s'il y a un excès de cortisol chronique, enfin régulier, dans notre organisme, on va stocker plus facilement les graisses et plus facilement autour de la sangle abdominale, parce que c'est là que c'est plus facile d'aller les chercher quand on en aura besoin. Sauf que comme le danger, il est hypothétique et que concrètement, on n'a jamais besoin de ces réserves-là pour aller courir et s'enfuir ou bien se battre, ben, les réserves, elles vont rester là. Donc en fait, plutôt que de se dire je vais pas rentrer dans je vais rentrer dans ce jean une fois que j'aurai perdu 5 kilos, donc je ne vais pas, et on peut remplacer ce jean par un mec, parce qu'objectifions l'homme. Hein, on a bien été objectifié, donc autant l'objectifier lui aussi, hein. Non, je rigole. Mais je rigole et à moitié, parce qu'on peut le remplacer justement par le jean et se dire, bah, plutôt que d'attendre justement que je trouve un homme qui soit à mon goût, bah, peut-être que l'homme que tu cherches, c'est un mec qui t'accepte aussi bien en 44, en 38, en 34 ou en 40, enfin peu importe la taille, et pas quelqu'un qui va t'accepter qu'en 38. Ça veut dire que toi, tu ne t'acceptes pas et c'est à partir de toi, en fait, qu'il faut démarrer tout ça. Donc je retiens aussi que effectivement, même au niveau physiologique, on a besoin de apprendre notre, corps à se détendre et à ne pas être toujours en mode, sympathique, fuite ou lutte ou fuite. Oui, c'est ça. Ouais. Dû aux hormones qui sont déclenchées à ce moment-là, comme tu l'as expliqué. Donc, il y a aussi un impact très important qui est sur bah, comment est-ce que je vais faire moi pour dire à mon corps que tout va bien, it's gonna be okay, ça va bien se passer, que tu sais très bien que là, en fait, comme tu dis, le danger, il est hypothétique, t'as pas besoin de fuir. Et donc là, tu es en train d'encourager ton corps à se dire, bah non, on n'est pas en mode fuite puisque je suis en train de me réguler grâce à des exercices que certainement tu proposes. Ensuite, Mm, s'il y mm. a vraiment une envie de manger, bah, tu manges et puis donne-toi l'autorisation en même temps. Et puis après, tu trouveras la source. Alors, soit tu le trouves seul, soit avec l'aide d'une coach comme Myriam, par exemple, qui est experte en la matière. Et puis au final, on se rend compte que bah, le côté est-ce que je vais lui plaire, c'est plus du tout en fait comment dire, c'est plus du tout le prisme par lequel on se regarde, c'est est-ce que je vais me plaire et est-ce que lui va me Exactement. plaire là où Ouais, je suis aujourd'hui. exactement. L'amour de soi, c'est le moteur, c'est le booster principal en fait. Et souvent, j'en vois qui ont peur de s'aimer maintenant en se disant, non mais si je m'aime maintenant, je vais jamais mincir. Donc Oui, c'est vraiment excellent. la condition. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que, alors déjà, les deux sont compatibles, hein, on peut faire les deux en même temps, on peut commencer à s'aimer et mincir en même temps, mais surtout, si je m'aime comme je suis et que je me dis, j'ai plus besoin de mincir, c'est que finalement, c'était pas ça le problème et que on était en train d'alimenter finalement le mauvais endroit, on mettait son focus sur le mauvais endroit et que c'était pas ça qui allait nous rendre heureuses. Ah Donc c'est ça parfait. ouais, ça c'est ah là là, ça je l'avais pas vu, c'est tellement spot on. Si je m'aime maintenant, je vais jamais maigrir. Non mais tu te rends compte de ce qu'on se met dans la tête quoi. Exactement.
C'est-à-dire qu'on C'est, on se fait pas assez confiance pour se dire qu'on peut y arriver seul, enfin par nous-mêmes. Quand je dis seul, c'est qu'on peut y arriver par nous-mêmes, quoi. Faire des choix nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire ce choix, il ne peut être fait. Ça veut dire que ce choix, il peut pas être fait par l'amour de soi, en fait. mm, Mais il peut c'est être fait ça. que par l'amour de l'autre. Mm, Et ça, c'est la vraie codépendance qui peut exactement. mener à de l'addiction. C'est fou, quoi. Mm. Il y a tellement de travail à faire. Non, il y a beaucoup de travail à faire et je trouve que l'angle de la nourriture, c'est tellement clé parce que les régimes, c'est un fléau pour les femmes. On a été tellement objectifiés que, voilà, même la mode, elle évolue beaucoup plus pour la femme que pour l'homme. Et l'autre fois, j'avais fait une vidéo en disant, en tout cas, nous, on est super fortes parce qu'on vend hyper bien. Sans nous, l'économie marche pas. Ah oui, non, mais c'est Tu mets clair. Hein. tu mets une belle nana, ça vend. Tu mets un beau mec, ouais, ok. Mais pas surtout. Et puis en plus, pour les femmes, ça coûte plus cher, hein, parce que avec la taxe rose, tu vois, les rasoirs Bic orange, ils coûtent un prix, les rasoirs Bic rose, les mêmes, hein, mais rose, ils coûtent un peu plus cher. Même Ah, chose, hein, mais c'est plus cher. non, mais franchement, les meufs, sans Donc nous, bon, l'économie ouais. croule. Donc, si on change notre mindset un peu, je peux vous assurer qu'on tient l'économie par les rênes. Donc en tout cas, merci Ah oui, beaucoup, hein. c'est clair. Ouais. Mais merci beaucoup, Je en tout t'en cas, hein, prie, Myriam, c'est un plaisir. pour cette intervention qui est vachement... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup et ça m'a permis justement de pouvoir mettre de l'ordre dans mon esprit. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cet échange-là qu'on a eu toutes les deux? Ben non, hein, c'était complet. J'étais très contente d'être là et d'échanger avec toi et avec tes auditeurs. Donc non, c'était génial. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu m'as laissé la parole libre, j'ai tout dit. D'accord. En tout cas, je vais mettre le compte Instagram de Myriam dans la description si vous avez envie de lui envoyer un message direct, lui demander bah, quel est son mode d'accompagnement. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous le dire là, ton mode d'accompagnement? Comme Oui, donc je ça leur fais permettra de prendre des des décisions. coachings en groupe ou individuel. Donc individuel sur 6 mois. Et en groupe, donc c'est un programme avec un programme enregistré avec des coachings de groupe tous les 15 jours. Et là, c'est sans durée, hein. Tant que vous avez le souci, vous êtes bienvenue au niveau des coachings de groupe. D'accord. Et puis Donc, après, oui, c'est vrai, j'allais oublier des petits ateliers ou bien des programmes plus courts aussi sur l'addiction au sucre et l'alimentation émotionnelle. et tu ne faisais pas aussi intervenir des invités parfois quand c'est pas toi, Oui, ça effectivement, peut arriver. sur le programme Maintien avec plaisir, donc le coaching de groupe, il y a aussi des masterclass, soit avec des intervenants extérieurs, comme Laurence, qui est intervenue il n'y a pas très longtemps. Mhm. Non, Et c'est le dur. puis, ou alors c'est moi qui l'ai fait aussi selon le sujet. Donc voilà. Donc voilà, donc vous avez le programme, enfin l'offre de Myriam, si vous voulez travailler avec elle, c'est aussi bien en groupe que en individuel. Il y a aussi un moyen de travailler indirectement avec elle, mais en tout cas, elle a un freebie qui sont les 5 astuces pour mincir avec plaisir. Je crois qu'après avoir entendu ce podcast, sa douce voix, sa bienveillance et puis sa conscience par rapport à notre posture de femme et tout, je pense que ça vaut le coup d'aller déjà regarder ce freebie qui peut certainement vous soutenir et puis aller voir son Instagram et puis lui poser les questions dont vous avez besoin si vous avez envie réellement de reprendre la permission pour vous-même et non plus compter sur les autres pour vous donner la permission d'eux, puisque c'est pas aux autres de vous dire comment est-ce que tu te sens, c'est à toi de le sentir et Myriam nous accompagne là-dessus à travers le prisme de la psycho-neuro-nutrition. Bien! Bon, bah merci beaucoup Myriam et puis bah Merci à très bientôt Nadège. en tout cas. Ok, à très bientôt. Ciao! Ciao. Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!